Émergeant entre l'océan Pacifique et la mer d'Arafura, à quelques centaines de kilomètres seulement du nord de l'Australie, l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite les derniers territoires inexplorés de la planète. Notre expédition a pour but d'effectuer la première traversée nord-sud de la partie ouest de l'île. Depuis Jayapura, nous devrons gravir la cordillère Papou pour ensuite redescendre vers les marécages des plaines du sud et enfin rejoindre la ville de Merauke. Jungle dense et montagnes infranchissables nous séparent de notre point d'arrivée. Alors que notre avion survole le désert verdoyant des montagnes Papou, nos esprits divaguent déjà dans les méandres de cet univers aussi hostile qu'attrayant. Nous sommes les premiers à tenter la traversée via cet itinéraire et pour l'instant, le mystère reste entier. En ce début de XXIe siècle, la Papouasie est une région en plein changement. De nombreux habitants ont quitté leur village pour rejoindre les villes et ont connu un basculement total de l'âge de pierre à la civilisation moderne. Mais dans les villages les plus reculés, certains continuent de perpétuer des traditions millénaires où danses et chants s'entremêlent pour nous porter vers ce qui semble être un autre monde. La ville de Jayapura, chef-lieu de la région, surgit comme un démon aux mâchoires de béton au milieu de cette luxuriance végétale. Les immeubles, les voitures, les motos et les klaxons contrastent avec la jungle dense qui semble si proche. Nous errons péniblement au rythme des bus et des minivans qui sillonnent la ville de part en part. Au fil des rencontres et des discussions, nous nous rendons compte que la majorité des habitants de la ville sont originaires d'Indonésie et ont été contraints de s'installer ici par le programme gouvernemental de transmigration. Celui-ci avait pour but de déplacer des personnes depuis les régions surpeuplées de Java vers des régions moins peuplées comme la Papouasie. Sur une population d'environ 800 000 personnes, plus de la moitié ne sont pas originaires de l'île. Aujourd'hui, la situation n'est pas toujours facile pour les Papous. En effet, la plupart des commerces sont tenus par des Indonésiens. Le choc entre leur culture et l'industrialisation croissante de l'île est bien palpable à Jayapura. Entre les banques et les chaînes de fast-food, de nombreux Indonésiens s'affairent dans les buildings et les commerces. Certains Papous, descendus des montagnes, viennent ici pour vendre fruits et légumes au marché. D'autres vivent ici et lancent leurs filets de pêche non loin de l'eau sale du port de Jayapura. Ça y est, on a réuni tout ce dont on avait besoin, la nourriture, le matériel, les machines, genre énormément de mie goreng, des nouilles chinoises, 5 kilos de riz, du café, sel, du sucre, quelques sauces, énormément de tabac, parce qu'on va quand même fumer un peu et les papous fument énormément. Sur cette route, tracée comme un sillon au beau milieu de la jungle, nous quittons Jayapura et avançons lentement, tantôt à pied, tantôt à l'arrière d'un pick-up ou d'un camion qui a bien voulu nous laisser monter à l'arrière. Celle-ci a été initiée par le gouvernement pour rallier le sud et le nord de l'île. Avec ces routes, le gouvernement souhaite développer l'économie, mais certaines parties de forêts défrichées rappellent vivement Bornéo et ses champs disproportionnés de palmiers à huile. Serait-ce également le destin que réserve le gouvernement indonésien à la forêt primaire Papou ?
Ça y est, comme vous le voyez, on est à 215 km de Jayapura. La jungle Papou nous ouvre enfin ses bras. Et puis maintenant c'est de la marche pour les 2-3 prochains mois, on verra. Juste au bord d'une rivière, en plein milieu de la jungle, on trouve encore ça paradisiaque, c'est magique. Les cris des oiseaux, le bruit des cigales, tout hallucinant. Ça y est, le bateau est gonflé. On va pas le prendre aujourd'hui, on va passer la nuit ici, mais on va faire quelques petits tests et il y a quelques beaux petits rapides. À bord de Nopacraft, nous commençons notre incursion dans l'immensité de ce monde perdu où les fougères arborescentes et les arbres démesurés forment le décor. Dans ce tableau, l'homme n'est qu'un être infime et éphémère, faisant face à la grandeur et à la puissance d'une nature immuable. La symbiose des végétaux, des minéraux et des animaux nous entraîne vers cet univers primitif. Nous nous laissons aspirer corps et âme par cette jungle indomptée qui nous renvoie l'image de notre vraie nature. Serions-nous déjà en train de redevenir les hommes sauvages que nous devrions être ? Première rencontre avec des papous aujourd'hui, en descendant la rivière. On a eu un petit coup de flip au début parce qu'ils couraient dans tous les sens en nous voyant. En fait, ils étaient juste en train de pêcher. Et voilà, ils étaient tranquilles, on a fait un petit salut et puis rien de plus, donc on a continué notre chemin. On vient de se taper un énorme orage, la rivière à côté de laquelle on dort est en crue. Il faut qu'on se bouge le cul et qu'on enlève toutes les affaires là, parce que sinon tout va être trempé, ça va partir complètement en couille. Pas mal là, comme ça? Ouais, appuie juste pas. Ouais. On a trouvé nos bateaux à plusieurs reprises. Toutes nos affaires ont pris la flotte, la bouffe y compris. Donc on essaye de sauver ce qu'on peut de riz, on essaye de sauver ce qu'on peut de tabac et de chocolat. Et sinon on va continuer et on va essayer de sauver le maximum. Une semaine plus tard, nous atteignons finalement l'embouchure avec la rivière Nawa et y trouvons un village du même nom. Nous empruntons alors un canoë traditionnel couplé d'un gros moteur thermique afin de remonter une rivière adjacente, la Sokber. Ces pirogues sont fabriquées en pleine jungle. Lorsque les hommes repèrent un arbre qui fera une belle embarcation, ils le coupent et le taillent sur place. Après plusieurs semaines de travail, le canoë sera ensuite déplacé jusqu'à la rivière. La combinaison de ces techniques traditionnelles et de moteurs modernes illustre bien le mode de vie actuel des Papous. Une adaptation entre leur culture ancestrale et les outils modernes qui font lentement leur apparition. Lorsque nous arrivons à Terrablou, nos espoirs de découvrir les derniers villages traditionnels Lepki s'envolent.
À l'entrée de la bourgade, une piste d'atterrissage est en cours de construction et, aussi bizarre que cela puisse paraître, un hélicoptère russe est posé là. C'est à pied que nous continuons notre aventure. Nous nous enfonçons dans une forêt où les branches, les lianes et les troncs d'arbres se mêlent dans une étreinte dense, nous poussant à avancer lentement et à grands coups de machette. De temps à autre, un arbre mort couché au milieu du chemin sert de passerelle au-dessus du vide. Nous jouons les équilibristes sur ces ponts de fortune, rendus glissants par l'humidité et les mousses qui les recouvrent. Il vient de s'exploser la gueule d'un arbre. Il allait rafraîchir sa jambe dans la rivière juste en bas. Donc là on ne sait pas si on va pouvoir continuer ou si on va devoir faire demi-tour. Il y a un aéroport de Brousse à quelques heures de marche. Donc si ça va vraiment pas, on va faire demi-tour et entrer sur Sainte-Annie. Je me suis bien explosé. Il va falloir que je fasse une pause. Là, je suis tombé la jambe sur un morceau de bois. Ya bisa? Bisa. Ini di dalam bisa ada pohon. Ya? Ya. Pohon di sini. Tidak, ada itu rumah sudah. lagi. Hein? Tidak. Sudah masak punya. Ça a quel goût? T'arrives à me dire le goût que ça a? Non sans peine, nous nous enfonçons dans la forêt et découvrons petit à petit notre quotidien. Un univers humide où la pluie, la jungle et la boue ne semblent connaître aucune limite. L'ivresse de la marche s'empare de nous sans prévenir et nous porte vers l'inconnu. Nous ne nous étonnons même plus des obstacles que la jungle met sur notre chemin. Mais de ce même environnement, aussi inhospitalier soit-il, émane une atmosphère magique. La mosaïque des couleurs vives, des mousses, des fougères, des tourbières, des lichens et d'autres plantes inconnues se mêlent et se perdent dans les dédales d'une peinture naturelle sans fin. L'odeur âcre et douce du bois mort et des feuilles en décomposition semble être ravivée par la pluie incessante. Le bruit de ces millions de gouttes d'eau heurtant la voûte végétale se mêle à celui des cascades, formant une mélodie aquatique au cœur du silence qui règne dans l'immensité de cette jungle. De place se transforme en 6 heures de montée-descente. Bienvenue en Papouasie. Bon, comme vous le voyez, j'ai chopé une putain de mycose sur les pieds qui traîne depuis une dizaine de jours là. Ça part, ça revient, dès que ça revient c'est pire. Dès que je marche dans l'eau, dans la boue. Donc pour la faire partir ça va pas être évident vu que j'ai les pieds mouillés en permanence. Après plusieurs jours de marche,
la fatigue et les petites blessures commencent à s'accumuler. Malgré cela, notre envie de découverte continue à nous porter vers l'inconnu. Après nos longues journées d'efforts, l'hospitalité et la joie de vivre des Papous nous remontent le moral. Dans les petites huttes rondes et enfumées, caractéristiques des tribus vivant dans la montagne, nous discutons avec les habitants et en apprenons chaque jour davantage sur les Papous et leurs traditions. Le four traditionnel, en feuilles de bananier, rempli de roches brûlantes, permet de cuire les aliments à l'étouffer. C'est une technique très utilisée chez les Papous. Nous partageons avec les Papous la plupart de nos repas. Ceux-ci sont principalement composés de patates douces et de la purée rouge du pandanus, parfois même agrémentés de larves ou de chenilles de toutes sortes. Après cette journée de marche bien galère, après avoir monté des côtes, des centaines de mètres et des centaines de mètres d'ascension, on se retrouve là dans un village au milieu de nulle part, avec des petits gamins qui sont là, des gens partout qui sont super contents de nous voir. On est aussi super contents de les voir. On découvre des choses, on croise des regards. Ce n'est que pour certaines occasions qu'un cochon sera tué puis mangé lors d'une fête rassemblant tout le village. Malgré la christianisation et l'arrivée d'objets modernes, les Papous ont su garder une grande partie de leur tradition. Ogon mawri nunda min dun min dobri kura mu par min sa bofo dobra kura mu ko hora la tale mu fade keri ora lapangan karep saya ora gereya karep saya ora sengda war keca gembala ora maili sakeca karep senum karep saya di keri desa ora lemda pamong anang karep saya tale bra konu Amen.
parti pour 2 à 3, peut-être 4 jours de montagne jusqu'à l'Arié, sans croiser aucun camping, donc sans croiser aucun village, on pourra retrouver personne. Bon ça y est, 3908 mètres à l'altimètre, on a enfin atteint la passe tant attendue ces derniers jours. Ça marque un peu la moitié du voyage. À partir de maintenant, on va commencer à redescendre vers Seredala. Voilà, en haut des montagnes Papou, il pleut. C'est trop stylé. Noyé dans la brume, dans les montagnes. C'est vraiment trop beau. C'est magique. Là on est vraiment en plein milieu des montagnes Papou en hauteur et on espère redescendre d'ici les 10 jours qui viennent. Et un petit peu dans la merde parce que 2 porteurs sur 3 nous ont lâchés aujourd'hui en plein milieu des montagnes. Ils étaient malades. Et qu'on a encore au moins 4 jours sans voir de village. Et on a récupéré toutes les affaires et de la bouffe pour 4. Du coup on se retrouve avec des sacs gigantesques. Moi j'arrive plus à marcher. Enfin voilà, dernier carreau de chocolat. Allez. Salut. Là c'est chaud, là je me suis vraiment paumé. Je sais pas du tout où sont les autres. Wouh! Alors qu'on est dans de gigantesques plaines, ils devraient me répondre, là, ça fait des échos énormes. Là ça fait plusieurs heures là que j'ai pas de news. Donc je vais continuer d'avancer encore une demi-heure, 1 heure et après je vais commencer à me faire un campement pour la nuit pour essayer de pas crever de froid. J'ai pas de tente, il me reste 10 sachets de nouilles chinoises donc je devrais tenir 2 jours, 3 jours. Et là j'ai entendu des cris donc j'ai l'impression qu'ils sont juste derrière. Wouh, wouh. Vous êtes où? J'ai de la butte. Wouh. Wouh. J'ai à la butte. Ouais. Lorsque nous arrivons au village de l'Arié, nous rencontrons Papa Ouké, l'un des derniers tailleurs de Kapak Batu, la fameuse hache de pierre papou. On ne trouve la roche utilisée pour fabriquer ces haches qu'au bord de la rivière Ei, et seuls quelques villages ont poussé cet art à la perfection. Après avoir choisi les bonnes pierres d'un œil expert, un feu est lancé en dessous du bloc de basalte. Papa Ouké affine ensuite chaque pierre méthodiquement, une à une,
lisant dans chacune d'elles la forme qu'il souhaite leur donner. De retour au village, Papa Ouké affine minutieusement chaque pierre et chaque coup est porté avec précision. C'est un travail long, fastidieux et fatigant, surtout pour un homme de son âge. Ni dentro valle, ni di proprio do kume. Do mati e pa manare kume. Ni tong kum yang kwa menge, ni tong kum yang kwa kume. Aku di proprio mane. Ma poto nulu kume. Awe ke bin matang, awe ke bin monang ada. Aku mating aku. Kurunang mili nang tong kumap pa menge. Anyip si di proprio do kume. Mapatong dong apa mana Tong kumu pa menge, ma pa menge. Asiji di proprio na to kaya tu kune. Asiji di proprio na to kaya tu kune. Bye, Telebe.
village de Krabouk ou Kinol. Et c'est super sympa, il y a plein de petits tonai, c'est les maisons traditionnelles. On peut voir derrière avec les toits en feuilles. Pas possible de comprendre le tracé de ces sentiers qui au final suivent des rivières pour aller d'un village à enfin. Il y a deux villages sur la même rivière et le sentier passe par tous les sommets qu'il y a autour sans une fois passer par la rivière. Donc c'est assez éreintant au bout d'un moment. De jour en jour, les échelles bancales et les sentiers tortueux qui flirtent avec le vide ont raison de notre motivation. Le moral en baisse, nous enchaînons les kilomètres, mettant machinalement un pied devant l'autre. Nous n'avons plus qu'une seule obsession, manger. En effet, au fil des jours, nos réserves s'épuisent et nous commençons à perdre du poids. Bizarre comme quand on marche longtemps, passer d'une extrême à une autre en juste si peu de temps, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes même. Une curiosité sans limite, l'envie de continuer encore et encore, d'aller plus loin, d'en voir toujours plus, à des moments de déprime, des moments de haine, contre tout et n'importe quoi, contre la jungle, contre la marche, contre les chemins, la boue, la jungle, des moments de désespoir, c'est terrible. Voilà nos deux petites patates, c'est un peu le repas quotidien. Après un mois à manger que ça commence à être un peu dur, on a hâte de trouver de la nourriture occidentale. Heureusement, nos pisteurs connaissent tous les secrets de la jungle et cueillent pour nous des plantes comestibles qui agrémentent nos quelques patates quotidiennes. Sans leur connaissance de la forêt, nous n'aurions pas réussi à continuer notre aventure. Le soir venu, à l'aide de lianes et de troncs d'arbres, ils mettent en place des pièges, espérant pouvoir capturer du gibier. Et même si l'exercice reste sans succès, nous apprenons beaucoup grâce à eux. Ça y est, on a enfin quitté les montagnes et on a rejoint les basses terres. On est dans le village de Seredala. Ça fait environ une semaine qu'on mange 1 à 2 patates par jour chacun, donc c'est pas vraiment la forme. On nous avait promis des 1000 et des 100 à Seredala, finalement il n'y a rien à manger. Donc on est sur la route, on attend le camion Ben pour aller en ville faire des provisions. Presque 8 heures qu'on est là. Et le truck arrive. Allez, c'est parti.
Nous en rêvions depuis des semaines, et voilà que nous y sommes. Dekai, petite ville perdue en plein cœur de la Papouasie, nous ouvre enfin ses portes. Dans les petites ruelles d'un marché, d'échoppe en échoppe, nous faisons le plein de provisions pour la dernière partie de cette aventure. Riz, sucre, biscuits, café, nous retrouvons espoir avec ces quelques plaisirs simples. Je prends 3,5 kg. Ça y est, on retrouve enfin un peu de bonheur sous forme d'un poulet, de sambal, de légumes, des trucs qui changent un peu des patates. Après quelques jours de pluie à profiter des plaisirs culinaires que Dekai avait à nous offrir, nous reprenons la route en direction de la jungle marécageuse et humide des Basses-Terres. On est début novembre, donc c'est la saison des pluies qui commence. Les rivières commencent à monter sérieusement. Là, on est au bord de la rivière Highlandon qu'on ne peut pas traverser à pied. On a dû monter le bateau et on va essayer de rejoindre les gens qui sont de l'autre côté, les tribus Korowai. Ouais. Le courant a l'air assez puissant, j'espère que je ne vais pas me faire emporter au loin. Allez, en avant.
plus en plus de pluie, plus en plus de rivières en crue, ça va le faire. Donc là, après 1 heure de marche, même pas, on est obligé de monter les bateaux et on va devoir faire un montage avec les cordes pour pouvoir faire des allers-retours. Et voilà, on espère que ça va passer. Les Korowai sont un peuple de chasseurs-cueilleurs nomades qui ont pour habitude de changer leur habitation d'emplacement environ tous les 3 ans. Mais avec la construction de nombreux petits villages dans leurs terres, beaucoup ont choisi d'y vivre. Ici, à Ujung Batu, la plupart des personnes sont originaires de cette tribu mais ont décidé de quitter leur maison pour vivre dans ce village et beaucoup se sont convertis au christianisme. Nous improvisons quelques cours et une démonstration de cirque sous les yeux curieux et étonnés des habitants, et plus particulièrement des enfants. Belajar sedikit bahasa dari sini apa? Bahasa dari sini. Sagu. Su. 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 Tunggu. Tiga. Ojo. Alo man suruh kayak nyomel baik kayak nyomel dari sini untuk benar. Enggak, cuma Korowai. Jangan tahu ya raya nak kita menang. Lau nak ni sini. Kayak ibu masih. Nak. C'est reparti. Dans cette jungle, royaume des sangsues et des moustiques, nous devons faire face à l'humidité ambiante et à nos plaies qui s'infectent dangereusement. Malgré tout, nous continuons notre exploration, mais nous avons du mal à cacher notre déception en découvrant que la plupart de ces maisons perchées haut dans les arbres sont désormais abandonnées. Ceux qui vivaient ici sont soit morts, soit partis vivre dans les villages missions alentours. Selon les dires d'un jeune guerrier rencontré en route, il y aurait un peu plus à l'est des familles vivant encore dans la jungle. Ce n'est pas sur notre chemin et nous devons redoubler d'efforts pour motiver nos pisteurs réticents. Nous décidons donc de modifier notre itinéraire et de nous enfoncer dans ce qu'ils appellent Hutan Dalam, littéralement la forêt profonde.
on s'est enfoncé depuis quelques jours là, dans les profondeurs de la jungle, en espérant trouver les dernières personnes qui vivent reclus ici. La réalité est assez différente de ce qu'on espérait. La plupart des maisons sont vides. Là, on a réussi à monter dans cette maison qui va être à peu près, je sais pas, 10-12 mètres de haut, accueilli avec des flèches et des arcs, donc bien gentiment comme il faut. On n'a pas été autorisé de filmer à l'intérieur. Nó bị sao đấy nó còn thấy nó bị mèo máu rồi sudah mati lah sih. Oh máu rồi. Qua giờ ta bao nhiêu đi, qua đi giờ, bay rồi qua là chúng ta có đặt pin này về đảo, bay rồi có đặt pin này về nang là gì về đi đảo, bay à tin này bao nhiêu đi qua đi giờ, đi thì ta ai nữa ở đâu đi, bay ở đâu đua về đi đảo, ở đó tay bộ rồi, bây giờ nào đó tay bộ đi đảo đấy, bay bây giờ thì vụ ăn người mới ăn đi. Voilà, j'étais venu ici l'année dernière, donc ça a quand même pas mal changé, mais il reste l'ancien que j'avais en photo, donc juste là, qui est posé avec nous du coup. không có bay đi sẽ vào đây không bom đi bay Mà sẽ bay đi đâu? nó còn đây đi mà đây Ces soirées ballons dans les maisons. Et voilà, c'est cool. C'est cool. Un petit qui va regarder ici. Voilà. tidak masalah kasih ban boleh
Sur notre pirogue, l'aventure s'achève. Nous sommes partagés entre le bonheur d'avoir réussi à accomplir la première traversée nord-sud de la Papouasie occidentale et la tristesse d'avoir réalisé que de nombreuses facettes d'une culture millénaire sont sur le point de disparaître avec les derniers résistants d'une époque révolue.